Bonjour, donc je me présente, je suis Marie Coquet, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Et aujourd'hui, je vais animer ce webinaire avec l'appui de mon collègue Émeric Emonet qui gérera plutôt l'aspect technique. Donc, en attendant que les dernières personnes finissent de se connecter, je vous rappelle un peu le fonctionnement de cet outil Zoom. Donc, pour interagir avec les intervenants, vous avez deux boutons à votre disposition. Le bouton discussion ou converser ou chat selon votre version. C'est un bouton qui est plutôt là pour donner des informations générales ou nous faire remonter si jamais il y a un bug technique qui devait se produire. Et un autre bouton qui s'appelle Q et R pour questions-réponses. Et c'est ce bouton-là qu'on va vous inviter à utiliser tout au long de votre présentation, tout au long des présentations pour poser directement les questions aux intervenants. Donc aujourd'hui, c'est le 7e webinaire Défi XP qu'on organise, qui a pour thématique mobiliser et piloter des leviers agroécologiques avec un réseau d'agriculteurs. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit au total dans une série de 15 webinaires qui sont organisés autour de 3 saisons. Donc, il y a eu une première saison qui a eu lieu au printemps 2022, donc une autre saison qui est en cours cet automne-là. Et il y aura une dernière saison qui vous sera proposée au printemps 2023. Chaque webinaire est organisé autour d'une thématique et pour chaque webinaire, en fait, c'est l'occasion de faire témoigner 2 à 3 projets Défi XP autour d'un sujet en mixant autant que possible les filières. Donc, les webinaires durent 1h15, sont organisés tous les jeudis de 13h, sont organisés les jeudis de 13h à 14h15. Et donc, chaque intervenant a 15 minutes de présentation, donc seulement une partie de leurs travaux pourra vous être présentée pendant ces webinaires. En termes de déroulé, je vous ai dit, il y aura 15 minutes de présentation et à la fin de chaque intervention, on prendra 5 minutes pour poser des questions qui nous seront remontées via le bouton Q et R. Donc, on essaiera d'en traiter au maximum pendant ces 5 minutes. Si jamais, malheureusement, on n'avait pas le temps de toutes les traiter, donc les intervenants auront la main pour y répondre directement après le temps qui est dédié dans le volet qui permet de gérer ces questions-réponses. Ou sinon, pas d'inquiétude, je transmettrai vos questions aux intervenants et ils prendront le temps de vous répondre après le webinaire par mail. Donc, vous aurez dans tous les cas un retour par rapport à vos questions. Et également, à la fin si jamais vous avez une question qui vous revient plus tard, à la fin de la présentation, je vous donnerai les coordonnées des intervenants, donc vous pourrez les noter et les recontacter a posteriori du webinaire. Donc avant de lancer le webinaire, juste quelques petits mots sur le réseau Défi XP. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la composante expérimentale du réseau Défi qui comprend également un dispositif de 2000 fermes qui teste la réduction de produits phytosanitaires chez des exploitants qui sont engagés dans ce réseau. Donc pour le réseau XP, c'est un réseau qui est composé de 41 projets qui ont débuté soit en 2018 ou 2019 et qui vont se terminer en 2023 ou 2024. Les projets sont financés dans le cadre du plan Éco-Phyto et ils testent à l'échelle de systèmes de culture ou même à des échelles supérieures qui peuvent aller jusqu'au territoire, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique pour favoriser donc, tout ce qui va être régulation naturelle des bioagresseurs et limiter l'usage vraiment des pesticides en ultime recours. Donc, au total, au niveau du réseau Défi XP, on a 41 projets, 180 sites expérimentaux répartis sur le territoire français, métropole et DOM, et 260 systèmes qui sont expérimentés dans le réseau. Donc, pour plus d'informations sur le réseau, on va vous mettre un lien dans l'onglet discussion, un lien vers les pages Éco-Phytopic sur lesquelles vous pourrez avoir plus d'informations sur le réseau et individuellement sur chaque projet. Alors, rassurez-vous, les pages qui sont dédiées à la présentation des travaux des projets vont être alimentées au fur et à mesure des années, notamment en ces fins de projet, en termes de résultats.
Donc, pour revenir au webinaire en tant que tel, donc aujourd'hui, donc la thématique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la mobilisation et le pilotage de leviers agroécologiques avec un réseau d'agriculteurs. Et on a la chance d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants. Donc, notre première intervenante est Cyriane Perret de la Chambre d'agriculture Gironde pour le projet Opéra. Après, on aura une petite nouveauté dans le cadre de ces webinaires, un intervenant du réseau Ferme, la thématique s'y prêtait quand même plutôt bien, qui sera Clément Chevalier de la Chambre d'agriculture du Calvados, qui pilote le groupe Défi Bessin Polyculture Élevage. Et on terminera donc ce webinaire par une présentation du projet Persis Maraîchage de Clémentine Fayolle de la FRAB. Donc, par rapport au projet Opéra, donc c'est Opéra veut dire Observatoire piloté pour l'évaluation et la reconception concertée de systèmes viticoles optimisant les processus écologiques. Donc, c'est un réseau de 40 parcelles qui sont situées dans le sud-est de la Gironde. C'est 40 parcelles en conditions réelles de production chez des viticulteurs. Et ce réseau est construit autour de 2 gradients paysagers, un gradient de recouvrement en viticulture biologique et un autre en habitat semi-naturel. L'objectif de ce projet, c'est d'évaluer les performances à la fois agronomiques, écologiques et économiques des systèmes qui sont testés, mais aussi d'améliorer leurs performances avec tout un travail, toute une démarche de co-conception avec les acteurs du terrain. Ce réseau, donc, de ce projet est piloté par l'INRAE de Bordeaux, mais en lien avec la LPO Aquitaine et aussi avec la Chambre d'agriculture Gironde. Et donc, Cyriane Perret, qui en fait partie, va nous faire une présentation de ce projet. Donc, Cyriane, je te laisse la main pour ta présentation. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter donc le projet Opéra, qui est donc, comme l'a dit Marie, l'observatoire pour l'évaluation et la reconception en fait, des systèmes viticoles, qui vont en fait jouer sur tout ce qui est pratique culturelle, paysage, biodiversité, pour en fait réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ce projet il est mené par l'INRAE et après en partenaire il y a la LPO et la Chambre d'agriculture de la Gironde. Donc pour cette présentation, donc je vais vous présenter rapidement le contexte du projet et après je vais le couper en 2 parties avec une partie vraiment sur tout ce qui est résultats scientifiques avec un focus flore parce que c'est ce qu'on fait à la Chambre d'agriculture. Et après en deuxième partie, je vais vous présenter du coup comment on valorise et on communique ces résultats au sein d'un réseau viticole. Alors en fait déjà l'objectif du projet Opéra, ça va être vraiment de mobiliser différents leviers agroécologiques pour notamment réduire tout ce qui est utilisation de produits phytosanitaires. Et c'est seulement en viticulture. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état sanitaire de la plante, il va dépendre de différentes échelles et différents critères. Par exemple, l'état sanitaire, il va dépendre de dans quelle parcelle va être la plante, mais également dans quelle exploitation agricole, quelles pratiques on va mettre en place sur cette parcelle, et notamment quel paysage entoure en fait cette parcelle-là. Par exemple, il a été démontré que plus vous avez une proportion importante d'habitats semi-naturels, donc ça va être tout ce qui est haies, bords enherbés, vous allez favoriser en fait la régulation des ravageurs. Et du coup, on va dire qu'indirectement, ça va limiter votre utilisation d'insecticides, produits phytosanitaires. Donc en fait, c'est à peu près ça l'enjeu de ce projet. Donc ensuite, le projet Opéra, il contient un réseau de viticulteurs qui en fait de base sont partis du site Atelier Bacchus, qui est mené par l'INRAE. Et en fait, parmi ce site Atelier Bacchus, il y a une trentaine de viticulteurs qui fait partie du projet Opéra. Et au total, donc, on a 38 parcelles qu'on va suivre. Et en fait, donc, les viticulteurs de ce réseau, ils ont leur... donc, ITK, c'est pour itinéraire technique, enfin, leur pratique culturelle actuelle. Et en fait, ils souhaitent faire évoluer ces pratiques culturelles, notamment pour améliorer, pour améliorer leur système viticole, pour réduire
leur utilisation de produits phytosanitaires. Et en fait, l'objectif, ça va être pour pouvoir faire faire de nouvelles pratiques, il va falloir faire le bon choix et du coup un bon diagnostic. Du coup, le principe, ça va être de collecter des données de différents indicateurs en fonction de leurs pratiques pour pouvoir en fait élaborer des nouveaux prototypes d'itinéraires techniques. Et donc ça va être vraiment le premier volet, collecter de la donnée. Et ensuite, le second volet, ça va être vraiment de co-construire ensemble avec le réseau de viticulteurs des nouvelles pratiques avec tout ce qui est formation, réunion, newsletter, et ensuite de les accompagner vers ce choix-là. Et après, également, le but, ça va être de transmettre toutes ces connaissances à d'autres réseaux défis, à d'autres groupes de viticulteurs. Donc, du coup, pour la première partie de ma présentation, je vais vraiment me focaliser sur cette partie pour récolter les données. Et après, je verrai la suite après. Donc, sur Opera, on va regarder vraiment de nombreux indicateurs. Il va y avoir tout ce qui est indicateur de biodiversité, avec flore, chauves-souris, insectes, pollinisateurs, oiseaux, et j'en passe. Après, vous avez tout ce qui est performance économique, notamment le coût des pratiques, la valorisation du produit, les performances agronomiques, avec la rigueur, le rendement, les IFT, et après tout ce qui est pratique et paysage, notamment aussi le climat, etc. Du coup, à la Chambre d'agriculture, nous, on regarde uniquement le volet flore, qu'on essaye de relier du coup aux pratiques culturelles qui vont être mises en place sur les sur les parcelles du réseau. Donc, je vais vous faire vraiment un focus flore sur les résultats qu'on a mis en évidence. Alors, tout d'abord, la méthode relevé flore qu'on met en place sur les parcelles du réseau, en fait, on utilise ce qu'on appelle la méthode parcours, où vraiment, on va marcher dans les interrangs et déterminer toutes les espèces qu'on voit. Donc, on fait ça dans l'interrang travaillé, l'enherbé et sous le rang. On fait ça 3 fois. Et on y va 2 fois par année, une période un peu plus mars et une période plus juin-juillet pour avoir espèces hivernales et espèces estivales. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va évaluer les recouvrements de l'enterrant, parce que c'est plutôt du sol nu ou alors il est vraiment 100% couvert. Et après, pour chaque espèce, on regarde sa fréquence, qui est le nombre de fois où on voit l'espèce, et sa densité, qui est en fait la surface de recouvrement de l'espèce. Et on va attribuer pour chaque espèce un point entre 1 et 5. 1, c'est vraiment l'espèce, on l'a vu très rarement et avec un très faible recouvrement, alors qu'à 5, c'est vraiment l'espèce, elle recouvre quasiment tout l'interrang, elle est majoritaire. Donc ça, c'est pour la méthode et je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a mis en évidence. Donc là, vous avez un graphique qui vous présente la richesse spécifique. Donc la richesse spécifique, ça va vraiment être le nombre le nombre d'espèces différentes qu'on a sur un milieu donné. Donc là, vous avez la richesse spécifique pour 3 gestions différentes sous le rang. Vous avez les rangs qui vont être tondus, les rangs qui vont être travaillés et les rangs qui vont être désherbés chimiquement. En bleu, c'est les données de 2019 et en rose, les données de 2020. Et en fait, on peut voir que c'est surtout avec le désherbage chimique on va avoir une réduction, une diminution de la richesse spécifique. Et ça montre déjà qu'en fait, rien qu'en désherbant chimiquement, vous allez pas seulement diminuer, vous allez vraiment diminuer le nombre d'espèces différentes qu'il y aura. Du coup, vous créez un appauvrissement de diversité floristique avec cette méthode-là. Donc ça, c'est pour la richesse spécifique. Sur ces 3 modalités-là, on a aussi regardé la proportion de vivaces et d'annuels. Donc, là, pareil, vous avez 2 graphiques avec un graphique en 2019 et un graphique en 2020. Toujours les 3 modalités et un pourcentage avec en rouge les vivaces et en jaune les espèces annuelles. Du coup, les espèces vivaces, c'est vraiment les espèces qui vont vivre sur plusieurs années, alors qu'une annuelle, comme son nom l'indique, elle vit qu'1 an. C'est-à-dire qu'au cours d'1 an, elle fait tout son cycle. Elle va germer, fleurir et mourir. Et l'année suivante, ce sera un autre individu qu'on observera. Et que ce soit 2019 ou 2020, pareil, on observe la même chose, c'est-à-dire que la proportion d'annuels va être plus importante en désherbage chimique qu'en tonte ou qu'en travail du sol. Et en fait, la particularité, c'est que ces espèces annuelles, c'est des espèces annuelles à cycle court. Et en fait, elles
elles vont pouvoir s'adapter plus rapidement au cours des générations et sélectionner en fait les espèces qui résistent aux herbicides. Donc au final, vous sélectionnez peu d'espèces différentes et celles qui sont sélectionnées, c'est celles qu'on a le plus de mal à se débarrasser. Donc après, je vous ai fait un petit résumé des différents résultats qu'on a mis en évidence, autres que sous le rang. C'est aussi en interrang, on observe ça en vigne. Et du coup, en fonction des pratiques culturelles, on ne va pas favoriser les mêmes espèces. Par exemple, avec les herbicides, donc, comme je disais, on va sélectionner des espèces résistantes, donc comme les régérons du Canada, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Travail du sol très intensif, c'est-à-dire en profondeur et fréquent. Là, vous allez sélectionner des espèces qui vont être vraiment adaptées aux perturbations, qui vont repousser très vite, comme par exemple ce qui est le liseron. Et après, si c'est des tontes rases et fréquentes, là, vous allez plutôt favoriser des espèces vivaces, donc tout ce qui est ras, c'est-à-dire que si on coupe leur partie aérienne, elles vont quand même pouvoir se développer. Ça va être tout ce qui est pissenlit, pâquerette. Donc ça montre que toutes les pratiques qui sont un peu intensives, elles ne vont pas forcément sélectionner les espèces qu'on préfère, alors que les pratiques plus extensives vont sélectionner des espèces moins concurrentielles en fait pour la vie. Donc là, je vous ai vraiment présenté tout ce qui était résultats majeurs. Et après, je vais m'intéresser plus à l'autre partie parce que du coup, c'est intéressant d'accompagner les viticulteurs dans leur démarche pour changer leur itinéraire technique une fois qu'on a mis en évidence certaines données. Alors, je vais vous présenter, nous, on a donné des formations au réseau Opéra, donc je vais me focaliser sur cette formation-là. Alors, avec la Chambre d'agriculture, on a mis en place la formation des CISOL, qu'on a donnée du coup au réseau de viticulteurs du projet Opéra, et qu'on a un peu co-construit ensemble avec leur retour. Alors, vous avez 3 volets différents. Vous avez un volet sur tout ce qui est sol, avec vraiment remettre en place ses connaissances agronomiques, faire un diagnostic de l'état de son sol. Après, vous avez un autre volet sur tout ce qui est flore. Pareil, comment faire un inventaire floristique, comment diagnostiquer sa flore. Et une fois que ces 2 volets sont faits, on fait un troisième volet qui est comment reconcevoir son itinéraire technique en fonction de son diagnostic sol et son diagnostic flore. Et ce volet, il aide aussi pour accompagner, pour intégrer tout ce qui est couverts végétaux dans les pratiques culturelles. Donc, je vais me focaliser uniquement sur le projet, sur le volet flore pour aller dans la continuité de la présentation. Mais pour chaque volet, vous avez 2 parties, avec une partie en distanciel, avec des vidéos et des quiz. Et après, un atelier en présentiel, avec vraiment du travail en petits groupes, des tests en parcelle, et puis on teste des outils de diagnostic également. Donc du coup, pour ce qui est flore, il y a eu cette partie en distanciel. Et après, il y a eu une partie en présentiel où on a notamment demandé aux viticulteurs d'amener des espèces floristiques de leur parcelle. Et ensuite, on a eu un petit atelier où on leur a demandé on les a accompagnés pour reconnaître la flore. Et on a utilisé du coup l'outil d'aide à la décision Garance qu'on a mis en place avec la Chambre, où en fait c'est vraiment une clé de détermination numérique. C'est un PDF interactif que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou votre tablette. Et en fait, ça va vraiment être du clic-bouton avec je choisis ma couleur de fleur, combien il y a de pétales, etc. Et ensuite, ça vous mène à un nom d'espèce et vous avez sa fiche descriptive avec une partie reconnaissance, une partie biologie, est-ce que c'est une vivace, une annuelle, sur quel type de sol elle pousse, est-ce qu'elle est compétitive ou non. Donc, on a toutes ces données-là dans Garance. Et en fait, une fois que les viticulteurs avaient du coup déterminé leur flore, on a mis en place une note agroécosystémique qui est un peu vulgarisée, donc qui est sous cette forme-là, qui a vraiment la forme... on lui a donné la forme d'une fleur, et en fait, c'est pour caractériser votre couvert. Vous avez 7 paramètres différents pour savoir si votre couvert il est favorable aux pollinisateurs, s'il est diversifié, s'il a une odeur dérangeante ou non, s'il est favorable aux restitutions organiques et aux apports d'azote, s'il est décompactant et s'il est plus ou moins concurrentiel. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, après je pourrais plus si vous voulez, mais en fait, on va prendre les 15 espèces majoritaires du couvert
Et on rentre ça dans un tableau et en fonction des espèces, on va avoir soit des points négatifs ou des points positifs en fonction de leurs caractéristiques. Et après, ça vous donne une note et ensuite vous coloriez le pétale et plus le pétale est colorié, plus c'est une bonne note et plus votre couvert est favorable pour être dans les grandes lignes. Par exemple, si je détaille un peu pour le pétale à une hauteur non dérangeante, vous allez regarder sur Garance en fait si vos espèces elles vont plutôt monter haut ou non. Et plus c'est des espèces qui montent hautes, plus ça va être une hauteur dérangeante. Et là, ça va nous indiquer, enfin, on regarde ça parce que notamment, ça peut générer plus de maladies dans les vignes, ça peut aussi gêner plus le personnel. Donc voilà, chaque note a un peu ses caractéristiques et ses enjeux. Donc là, c'était pour vous présenter rapidement ce qu'on avait donné aux formations Flore aux viticulteurs de Pétrin. Donc au final, là, je vous ai présenté que les résultats Flore, mais il faut bien mettre en tête que dans le projet, il y a vraiment plein d'indicateurs différents qui sont regardés, tout ce qui est chauve-souris, oiseaux, vers de terre, et puis ça peut être lié à n'importe quel autre indicateur. Du coup, donc là pour l'instant, il y a plusieurs livrables, enfin il y a plusieurs perspectives qui sont en cours, qui sont un peu en réflexion avec le réseau de viticulteurs et les partenaires. Mais du coup, nous, on aimerait bien mettre en place des outils, enfin, on ne sait pas encore trop sous la forme d'outils ou de guides, mais un peu les principaux résultats, par exemple, à comment les pratiques culturelles vont impacter les différents indicateurs de biodiversité, et notamment l'utilisation de produits phytosanitaires. Et après, en fonction des demandes, enfin du besoin, on aimerait bien continuer tout ce qui est animation, en fonction des demandes du réseau des viticulteurs. Et donc après, pour aller plus loin, si vous voulez, vous avez le site internet de Bacchus, où là, vous aurez plus d'informations sur tout ce qui est échange, réunion. Pour tout ce qui est partie flore, enfin, les données scientifiques flore, là, à la Chambre d'agriculture, on met tout ça sur le site du Vinopole, je vous ai mis le lien. Et après, pour tout ce qui est vraiment question sur le projet, je vous invite à contacter Adrien Roche, qui mène le projet actuellement à l'INRAE. Je vous remercie pour votre écoute et je vous écoute pour les questions. Merci Cyriane. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés après, vous avez à votre disposition le bouton Q et R pour poser directement les questions à Cyriane. Donc, moi, je vais en sélectionner quelques-unes. Alors, il y a eu des questions là par rapport au graphique que tu as présenté sur les proportions annuelles de vivaces. Quelle est l'unité? Est-ce que c'est en nombre de plantes ou en biomasse? Alors, on t'entend pas, Cyriane, il faut que tu réactives ton micro. Pardon. Oui, du coup, pour la proportion, on va vraiment regarder le nombre d'espèces différentes. Et après, du coup, on fait un pourcentage. Je vais essayer de remettre le graphique. Voilà, au final, c'est un pourcentage, mais on va vraiment regarder le nombre d'espèces différentes pour le coup. Et là, ce que j'aimerais bien faire, ce serait vraiment de prendre en compte en fait la fréquence et la densité de chaque espèce pour en fait donner plus de poids aux espèces qui sont plus présentes comparées à celles qu'on observe. Je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement. Oui, donc c'est en nombre et c'est pas en biomasse. Oui. Il y a une autre question toujours sur ce graphique-là. Il n'y a pas vraiment de différence significative entre désherbage mécanique et chimique, c'est bien ça? Il y avait, si, c'est vrai que là sur le graphique ça se voit pas trop et ça se recoupe, mais en fait vu qu'il y a pas mal de données différentes en fait il y a, oui voilà, en fait il y a une différence significative entre chimique, travail du sol, entre chimique et tonte, mais oui par contre entre tonte et travail du sol c'est moins ces résultats-là de 2019-2020 mettaient moins en évidence ça. D'accord, oui. Sur le graphique suivant, il me semble, sur la richesse spécifique,
Il y a un spectateur qui demande si vous avez mis en place des indices de diversité de type Shannon ou Pied-Loup. Alors, je regarde pas, on regarde pas l'indice de Shannon. Après, c'est vrai que là, j'ai présenté juste richesse spécifique et proportionnelle vivace. Mais on va regarder aussi, par exemple, je ne sais pas si ça parle trop, mais tout ce qui est stratégie de Grime, des espèces, par exemple, est-ce qu'elles sont plutôt compétitives, rudérales, stress tolérantes, en fonction des pratiques. Euh, et après, on regarde également, en fait, là, ça va être les principaux indicateurs que je regarde. Mais pour l'instant, indice de Shannon, je les ai pas encore, calculés. Très bien. Alors maintenant, on va plutôt passer sur la fin de ton intervention. On a une question qui porte sur quelle a été l'implication des viticulteurs dans l'élaboration de cet outil que vous avez proposé et du coup, d'où venait sinon le besoin. Alors, par rapport à Garance, peut-être, et la note agroécosystémique, en fait, donc, pour ce qui est de la formation, en fait, déjà en amont, avant de donner cette formation, il y avait un point qui avait été fait pour voir les viticulteurs, qu'est-ce qu'ils attendaient en fait de ce réseau et qu'est-ce qu'ils voulaient plus ou moins travailler. Et donc ça, c'était vraiment en amont. Et en fonction de ça, on a un peu construit la formation. Et donc nous, on a mis en place cette note agroécosystémique. Et après, on a vraiment pris leur retour pour voir en fait ce qu'ils voulaient améliorer ou pas. Et la note agroécosystémique, de base, elle n'était pas aussi détaillée. Et enfin, avec le retour, on a pu prendre en compte plus de paramètres différents, etc. Et, je sais pas trop si... Je sais pas trop si j'ai répondu à la question. Si, sinon, si c'est pas le cas, Oui, le spectateur peut aussi reposer une question dans l'onglet. Peut-être on va juste oui. prendre une dernière question et après on te laissera la main pour répondre aux autres. Il y a une personne qui demande, donc à partir de cette fleur-là, comment on arrive à définir un nouvel itinéraire technique? Alors, c'est vraiment à mettre en lien après avec le diagnostic sol aussi. Mais pour vous donner un ordre d'idée, nous, on préconise pas mal tout ce qui est engrais verts, donc couverts végétaux semés. Par exemple, si vous voyez que votre couvert, il apporte vraiment peu d'azote, vous n'avez pas beaucoup de légumineuses ou ce genre d'espèces, en fait, ce qui va être préconisé, ça va être de mettre des engrais verts qui vont, eux, apporter de l'azote et du coup compenser ce manque-là. Ça va être vraiment plutôt de faire un bilan et voir les défauts un peu du couvert et voir comment on peut les améliorer. Et après, ça va être pareil, effet décompactant. En fait, on part vraiment sur tout ce qui est couvert végétaux. Effet décompactant, vous allez plutôt semer des espèces qui vont avoir des racines qui vont permettre de bien décompacter le sol en profondeur. Enfin, plutôt à la surface, mais plus facilement. Très bien, merci beaucoup Cyriane. Donc on va passer à la deuxième intervention. Donc je te propose de couper le partage de ton écran et du coup si tu souhaites, tu peux répondre directement aux questions dans l'onglet questions-réponses Ça marche, qu'on n'a pas pu merci. traiter. Alors maintenant, je vais donner donc la parole à Clément Chevalier pour le groupe Ferme Défi Bessin Polyculture Élevage. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 2012, qui est composé de 12 agriculteurs dans le Calvados. Donc, l'objectif de réduction, il y a un objectif de réduction de l'usage des produits phytosanitaires en polyculture élevage. Et ils ont également recentré un peu les thématiques de travail autour des questions de l'autonomie fourragère et protéique. Et plus récemment, depuis 2 ans, il travaille les questions de maximisation de la couverture végétale et de la réduction du travail du sol. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Clément. Donc, tu peux partager ton écran pour dérouler ta présentation. Ok. Vous voyez bien l'écran là du coup? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok.
Donc oui, Clément Chevalier, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au sein des réseaux, des groupes défis fermes pour accompagner les évolutions de pratiques concernant la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc là, l'idée, c'est de présenter un petit peu la méthode utilisée pour accompagner le changement. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est des méthodes qui sont utilisées dans beaucoup de groupes défis. C'est une méthode qu'on utilise tous en tant qu'ingénieur réseau défi. Et puis moi, j'essaierai de l'illustrer avec des exemples concrets de ce qui se passe dans mon groupe de polyculteurs éleveurs. Donc oui, comme ça a été présenté, création en 2012, et puis il a été réengagé 2 fois en 2016 et 2021. La particularité, c'est qu'on a une petite partie d'agriculteurs qui sont en agriculture biologique, 5 sur 12, et donc 7 qui sont en agriculture conventionnelle avec réduction d'utilisation de produits phyto. Donc, hop, est-ce que alors, je n'ai pas forcément à changer de slide là sur mon écran. Je vais changer. Je n'ai pas mis le bon, je pense. C'est bon. Donc, du coup, hop, pour voir un petit peu la localisation, donc, on se situe dans le Bessin, donc département du Calvados. On est à l'ouest de Caen, dans une région frontalière entre une région céréalière, la plaine de Caen, et puis une région plus bocagère, dans la Manche, avec plus des systèmes de polyculture élevage, système laitier, basé sur l'herbe. Donc nous, on est un petit peu à la frontière entre les deux. Donc concernant la méthode utilisée, ce que je pourrais présenter en premier, c'est l'importance d'associer le collectif et l'individuel. Dans l'animation de ces groupes-là, en fait, on organise à peu près 4 à 5 réunions de groupe par an, sous différents formats. Ça peut être tout d'abord des tours de parcelles. En fait, l'idée, c'est que chaque agriculteur fait évoluer son système en testant des nouvelles pratiques sur des cultures ou des nouvelles cultures en elles-mêmes, fait modifier sa rotation. Et l'idée, c'est de voir à différents moments de l'année ce que ça donne concrètement au champ. Donc là, voilà un exemple simple, un agriculteur qui présente au groupe son essai de culture de chanvre. C'est une culture qui n'est pas encore très répandue chez nous et qui pourtant a des intérêts très efficaces concernant la gestion des adventices. En tout cas, c'est une culture qui est concurrentielle vis-à-vis des adventices et qui peut avoir son importance dans la rotation. Alors, un autre exemple de réunion collective, ça peut être l'organisation de formations où on fait venir des intervenants pour répondre à des problématiques et des attentes précises du groupe concernant un sujet particulier. Donc là, par exemple, sur la réduction d'utilisation de produits phyto, on a fait venir en septembre 2021 un expert sur les leviers agronomiques en alternative au phyto pour reprendre un petit peu les bases de tout ce qui est l'importance de la date de semis, du type de travail du sol, la fréquence de labour, la réalisation des faux semis pour avoir des faux semis efficaces, parce que derrière ce mot-là, on a beaucoup de pratiques derrière. Donc voilà, c'était différents exemples. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on a trouvé comme pratique intéressante, c'est de faire venir l'intervenant sur les parcelles du groupe pour qu'il puisse apporter son regard directement concernant les pratiques des agriculteurs. Voilà, donc ça, c'est un format qui marche bien dans le groupe. Et donc, donc, au niveau du collectif, on a aussi des visites d'exploitation qui peuvent être, on va aussi à l'extérieur du groupe pour voir ce qui se passe chez d'autres agriculteurs dans d'autres départements. Et puis, on fait des réunions de bilan de campagne pour évaluer l'efficacité de ce qui a été mis en place dans l'année. Et en parallèle de ce suivi collectif, de ces réunions, il y a aussi un appui individuel que j'apporte auprès de chaque agriculteur du groupe en les voyant au moins 2 fois par an. Et donc, sur cette phase-là, il y a d'une part une réflexion à l'échelle du système de culture. Donc là, je vous ai mis un exemple, en gros, c'est le schéma décisionnel, c'est un outil très important au sein du réseau défi ferme. Donc, on schématise la succession de cultures avec les différentes cultures qui se succèdent, et derrière, tous les leviers qui permettent de gérer les bioagresseurs. Et donc, vous voyez en dessous, donc là, vous avez un exemple, une succession en prairie, maïs, blé ou prairie, maïs, maïs, et ça retourne en prairie. Et en bas, vous avez tous les leviers de lutte chimique contre les bioagresseurs et en haut, tous les leviers de gestion alternative. Donc, ça permet à l'agriculteur de mieux se représenter les choses et de voir un petit peu l'importance de la succession des cultures et de la combinaison de différents leviers pour arriver à gérer des bioagresseurs au final, quoi. Et un autre appui qu'on apporte aussi, c'est la mise en place de... Alors, j'ai mis le mot essai, mais c'est plutôt des démonstrations en plein champ, c'est-à-dire qu'on n'a pas de répétition, on n'est pas sur un dispositif expérimental, mais l'idée, c'est d'accompagner l'agriculteur à mettre en place des pratiques en rupture sur des petites surfaces dans un premier temps, et de suivre
au niveau technique ce qui se passe sur la parcelle. Donc là, vous avez un exemple de comparaison d'itinéraire technique en désherbage sur maïs, 100% mécanique d'un côté, et puis en désherbage mixte avec de la chimie de l'autre. Donc là, l'idée, c'était de comparer sur cette photo-là l'efficacité d'un passage de RC tri entre le semis et la levée du maïs sur la gestion des adventices. Voilà. Donc après, donc il y a cette association du collectif et de l'individuel. Ce qui est aussi important, c'est de travailler les leviers d'évolution de pratique, aussi bien au niveau de l'itinéraire technique d'une culture, parce qu'on a des choses à creuser sur la façon de cultiver une culture pour chaque agriculteur. Donc là, donc nous, on a un petit jargon au sein du réseau Défi, donc, mais qui est utilisé plus largement, bien sûr. Des leviers d'efficience dans un premier temps, donc c'est des leviers assez simples à mettre en œuvre, qui ne bousculent pas en fait les pratiques de l'agriculteur. Donc là, ça peut être par exemple la prise en compte des seuils de nuisibilité pour le déclenchement d'une intervention phyto, utiliser des systèmes de précision pour, par exemple, le désherbage, un pulvérisateur avec coupure de tronçon, par exemple, qui permet de faire des économies, ou par exemple le système de désherbinage qui permet de désherber seulement sur le rang. Ça peut être l'utilisation d'adjuvants pour augmenter l'efficacité des produits phytosanitaires, le raisonnement de la fertilisation, ou encore le décalage de la date de semis pour limiter, par exemple, des levées de graminées à l'automne sur un semis de blé. Et on retrouve aussi des leviers de substitution qui, eux, vont un peu plus loin dans le degré de rupture par rapport aux pratiques classiques. Donc ça peut être, par exemple, l'utilisation de produits de biocontrôle, ce qu'on retrouve souvent sur blé pour lutter contre l'oïdium ou la septoriose. Le désherbage mécanique, dans notre groupe, c'est surtout sur le maïs. La réalisation de faux semis dès qu'on peut pour limiter au maximum, enfin, on va dire limiter le stock d'adventices au maximum avant d'implanter la culture en place, et aussi l'utilisation de variétés tolérantes aux maladies le plus possible. Et donc ça, c'est la première échelle, on va dire, à l'échelle d'une culture, et ensuite vous avez le deuxième niveau qui est l'échelle du système de culture, où là, en fait, on prend en compte la succession globale de cultures du système. Et donc là, c'est vrai que c'est des leviers qui sont un peu plus conséquents dans le changement. Ça demande à l'agriculteur de se poser, d'évaluer les avantages, inconvénients et du coup l'intérêt pour lui. Donc là, on parle de reconception, en fait, reconception de la rotation. Et ce qui se traduit à travers ça, c'est faire bouger un petit peu la succession de cultures pour arriver à mieux gérer les bioagresseurs, mais aussi combiner un ensemble de leviers à la fois sur chaque culture, mais aussi par la succession de cultures. Et via ça, on arrive plus ou moins à gérer les bioagresseurs en réduction de produits phytosanitaires. Donc un exemple qu'on utilise de temps en temps dans le groupe, c'est l'outil Mission Ecophyto, que je pense certains connaissent, pour reconcevoir des systèmes de culture. Donc l'intérêt en fait de cet outil-là, c'est de le faire en collectif. Donc en fait, on organise par exemple une réunion avec le groupe Défi chez un agriculteur. Et cet agriculteur-là, ça va être son système de culture sur lequel on va travailler. Et donc, les agriculteurs présents, on va dire si on a 7-8 en plus, vont travailler sur son système de culture pour lui proposer des leviers de substitution ou de reconception, un ensemble de leviers en fonction de ce que eux connaissent ou de ce qu'ils trouvent bon par rapport à la problématique de l'agriculteur. Et l'aspect collectif permet de trouver souvent un certain nombre de leviers intéressants que l'agriculteur n'aurait pas pensé à mettre en place sans cette dynamique collective. Donc voilà pour ça. Et peut-être le troisième point qui est important sur la méthode, c'est de coupler les résultats techniques à des données économiques, parce que les agriculteurs sont quand même des gestionnaires d'exploitation et l'aspect économique est primordial. Donc de toujours avoir ce regard-là aussi qui sera un levier important aussi pour enclencher un changement de pratique pour les agriculteurs. Donc, je vous ai mis un petit exemple au niveau d'une culture, par exemple, de la conduite sur le maïs. On compare les pratiques de désherbage mécanique, on va dire mixte en réduction d'herbicides, comparées à des pratiques 100% chimiques. Donc là, vous avez un exemple où, dans la pratique testée, l'agriculteur a testé RC tri en prélevé suivi d'un binage. Et après ces deux interventions-là, il y a une très bonne gestion des adventices, mais il restait du liseron, notamment sur le rang de maïs. Donc l'agriculteur a choisi de faire un herbicide spécifique vivace contre le liseron, un Banvel, 4S voilà, sur ce cas-là. Et derrière, un résultat très satisfaisant au niveau pression désherbage pour un coût de 77 € par hectare sur cette situation-là, et un IFT herbicide de 0,33.
La pratique témoin, il y avait seulement un passage de désherbage chimique, mais complet cette fois-ci, c'est-à-dire à la fois anti-graminées et anti-dicotylédones, notamment vivaces, donc un programme assez conséquent, avec un résultat là aussi très satisfaisant, un coût légèrement inférieur, mais un IFT de 2, donc largement supérieur. Donc voilà, là, pour ce cas-là, l'agriculteur était très satisfait de son itinéraire technique mixte et il envisage de recommencer cette pratique-là. L'avantage, c'est qu'elle permet de se laisser le choix, on va dire au stade 3-4 feuilles du maïs, après le passage de RC-Tri, de savoir qu'est-ce qu'on fait et de désherber en fonction de ce qu'on voit dans la parcelle. Voilà, donc de plus facilement réduire l'utilisation d'herbicides. Et donc cette réflexion-là, économique, on l'a aussi à l'échelle du système de culture, et dans ce cas-là, on regarde les marges à l'échelle du système de culture, et aussi les marges pour 1000 litres de lait, marge brute pour 1000 litres de lait pour des éleveurs laitiers qui ont un gros atelier lait, et pour lesquels c'est plus opportun et plus pertinent d'aller chercher la marge pour les 1000 litres de lait, puisque c'est là qu'on fait réellement des économies. Donc, je vais vous parler rapidement de 2 exemples concrets. Un premier sur un système d'élevage, un agriculteur qui s'est engagé en 2012. Donc, c'est le même schéma que tout à l'heure, en fait, hein. C'est un agriculteur qui a bien fait évoluer ses pratiques, qui a augmenté sa part d'herbe de façon importante dans l'assolement, en fait, hein. C'est un éleveur laitier qui a, en fait, que des cultures. Il a beaucoup d'herbes et toutes ces autres cultures, c'est des cultures qui servent à nourrir le troupeau ou à produire de la paille pour le troupeau. Donc, en gros, c'est prairies, maïs et blé. Et donc, l'idée, c'était d'augmenter la part de prairies temporaires en rotation avec le maïs et le blé. Ça, c'était vraiment un levier de reconception qui a été mis en place au cours des 10 années de suivi. Et là, dernièrement, en fait, il avait un îlot qui était plus éloigné, à 7-8 km. Et donc, ça le bloquait de faire de la prairie temporaire dans cet îlot-là, du fait de la distance, et donc du coup de mécanisation important. Mais face à la pression résistant importante dans cet îlot-là, il a sauté le pas et il a implanté 2 parcelles, une en luzerne, une en prairie temporaire l'année dernière, sur cet îlot-là, dans le but de gérer par l'outil prairie des régras résistants dans une rotation. Donc ça, c'était vraiment la pratique importante. Et derrière, on a aussi la conduite de la prairie qui joue. C'est-à-dire que cet agriculteur-là, il a bien compris que pour gérer les raigrats dans cette prairie-là, ce qui était important, c'est de faucher aussi régulièrement la prairie avant épiaison des raigrats pour bien exporter le stock de graines. Et donc, ça l'amène parfois à faucher alors qu'il y a très peu de fourrage à faucher, par exemple en été, là où le raigras épie très vite. Et même s'il n'y a pas beaucoup de tonnes de matière sèche à aller chercher, il le fait quand même pour vraiment épuiser cette adventice qui est le raigra. Et donc sinon, sur ce schéma-là, on a aussi d'autres leviers à l'échelle de la culture, donc le désherbage mécanique sur maïs, avec la RC-Tri en prélevé, le binage et un désherbage en fonction de la flore adventice présente. On retrouve aussi un mélange de variétés résistantes aux maladies sur blé, ce qui lui permet de faire, on va dire, un fongicide, le principal à la dernière feuille étalée, et quelques années, c'est arrivé aussi qu'il ne fasse pas du tout de fongicide sur son blé. Avec, pour préciser, un potentiel aussi assez, on va dire, pour la région assez moyen sur ces terres, des terres assez compliquées, donc il vise en gros les 70 quintaux, pour donner un ordre de grandeur. Et donc au niveau économique, on regarde aussi ce que ça donne sur la rotation, sur la rotation et notamment l'atelier lait. Donc là, je vous présente un graphique d'évolution de l'IFT de cet agriculteur-là entre l'état initial 2012 et 2022. Donc le premier graphique, c'est l'IFT total, avec en vert l'IFT herbicide, en rouge l'IFT traitement de semences et en orange l'IFT fongicide. Donc on voit clairement une baisse d'IFT progressive au cours des dernières années, avec une petite remontée en 2021 notamment. Donc là, c'est clairement dû en fait à une année compliquée au niveau pluviométrie, qui a obligé l'agriculteur à faire un rattrapage herbicide, puisque le binage n'était pas envisageable au vu des conditions météo. Donc voilà, donc il y a des aléas aussi qui arrivent, mais en tendance, on a une réduction d'à peu près 50% de l'IFT entre l'entrée dans le réseau et la moyenne des 3-4 dernières années. Et donc quand on regarde ce qui se passe au niveau économique, on regarde, donc sur le graphique au-dessous, vous avez en vert la barre qui vous montre l'évolution de la part d'herbe dans l'assolement. Donc en fait, on voit que l'agriculteur, il a fait vraiment augmenter sa part d'herbe qui était en dessous de 60% en 2012 et qui est montée proche des 80% à l'état actuel, donc plus de 20% d'herbe dans la rotation. Et ça s'est accompagné de manière vraiment nette d'une réduction de l'IFT. C'est dans le même temps, à partir de 2015-2016, que les IFT diminuent assez fortement et que la part d'herbe augmente. Donc on a vraiment une relation entre les deux.
Et derrière, en fait, l'idée, c'était de savoir comment ça se passe au niveau de la marge brute pour millilitre pour l'agriculteur. Donc, il se trouve qu'en parallèle, on a une réelle augmentation aussi de la marge brute pour millilitre au niveau lait, à partir de 2015 jusqu'à 2019-2020. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lié à l'évolution du système de culture, avec plus d'herbes, peut-être avec une économie, par exemple, du coût alimentaire. Mais il se trouve que c'est surtout le prix de vente du lait, en fait, qui joue sur la marge brute du lait. Et en fait, les pratiques au niveau fourragère, au niveau conduite des cultures phyto, ont un impact très faible sur la marge d'un atelier lait. Ça, c'est une conclusion importante. Et après, le changement de système a quand même permis de réduire les charges, puisqu'il y a un coût alimentaire qui est passé d'en gros 110 € à 80-90 € pour 1000 litres. Donc ça joue aussi, mais ça joue quand même moins que le prix de vente du lait. Donc voilà pour ça. Et après, donc, je vais vous présenter un dernier exemple. Le premier exemple, c'était un agriculteur en système polyculture élevage avec un gros atelier lait et beaucoup d'herbes dans la rotation. Le deuxième, c'est un système plutôt céréales avec une rotation assez simple, maïs, blé, colza, blé. Donc là, ici, on a, en gros, c'est plus difficile d'envisager des leviers de reconception de système avec des agriculteurs plutôt typés grande culture. Donc, ce qu'on a commencé par travailler avec cet agriculteur qui s'est engagé en 2018, donc plus récemment, hein, ça fait 4 ans qu'il est dans le groupe, c'est de travailler d'abord les leviers à l'échelle de la culture. Donc, l'agriculteur a fait des gros progrès sur la culture de colza, parce qu'il avait l'habitude par le passé de semer son colza en date moyenne autour du 10-15 septembre, et il passait 2 à 3 insecticides à l'automne contre les altises avec un colza qui avait du mal à se développer. Et le levier qui a été rapidement mis en place, c'est d'avancer la date de semis de ces colzas jusqu'au 20 août à peu près, avec une fertilisation, apport de fumier, entre autres, ce qui lui a permis d'avoir des colzas beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes au démarrage. Et aujourd'hui, il n'utilise quasiment plus d'insecticides contre les altises sur son colza, donc ça, c'était vraiment l'évolution majeure. Et on travaille en parallèle sur la culture de blé, avec des variétés résistantes rouge jaune et septoriose pour réduire l'utilisation, enfin réduire en tout cas les doses sur fongicides, ce qui marche pas trop mal. Et cette année, l'agriculteur a quand même accepté de modifier un petit peu sa rotation en ajoutant une seconde culture de printemps, qui est l'avoine de printemps, ce qui lui permet de rajouter une culture de printemps qui permet de mieux gérer notamment des adventices comme les raies aussi dans une rotation par rapport à une succession de cultures d'automne. Donc ça, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça reste marginal, c'est plus sur une petite surface, donc ça joue peu à l'échelle du système de culture, mais voilà, c'est un levier aussi qu'il met en place depuis pas très longtemps. Donc chez lui, qu'est-ce que ça donne grosso modo au niveau IFT et marge? Donc on voit qu'on a une légère réduction d'IFT depuis l'état initial 2017-2018 jusqu'à 2021. Ce qu'on peut constater par rapport à l'autre agriculteur, c'est que là, l'IFT herbicide qui est en bleu-vert, il stagne. En fait, on passe de 1,62, 1,65 à 1,74, donc pas de réduction sur l'aspect herbicide, mais les réductions, elles se font surtout au niveau fongicide en marron, hein, ça passe d'1,80 à peu près 1 aujourd'hui. Et sur l'aspect insecticide, on passe de 0,61 même à l'état initial à 0,3 aujourd'hui, quoi. Donc des évolutions assez faciles à mettre en place au niveau des phytos hors herbicides. Mais par contre, sur le levier herbicide, c'est plus compliqué. Et en tout cas, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la marge, eh bien, on peut faire un peu le même constat, c'est-à-dire que sur le graphique en dessous, vous avez la marge brute de l'agriculteur, donc qui est en augmentation constante depuis 2018 jusqu'à 2021. Donc on peut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, que la réduction des phytos n'a pas d'impact sur la marge brute de l'agriculteur. Mais en fait, le constat, c'est que c'est encore une fois le prix de vente de la culture qui joue beaucoup sur la marge, plus que en fait, un indicateur réduction de charge lié à la réduction des phytos. En gros, l'agriculteur, il a gagné à peu près 40 € par hectare par la réduction d'insecticides sur son colza. C'est un ordre d'idée. Mais quand vous avez un blé qui augmente de 80 € la tonne, bah, ça joue beaucoup plus qu'une simple réduction de charge d'intrants. Donc là, je vous ai mis en dernier graphique les rendements pour vous montrer que les rendements sont assez variables, mais la réduction de phyto n'entraîne pas une baisse de rendement. On est plutôt sur des valeurs qui stagnent et qui parfois varient, mais varient beaucoup plus par l'effet climatique que par l'effet pratique phyto. Voilà donc pour ça. Pour vous donner 2 exemples.
Et donc voilà, très peu d'impact là aussi des phytos, de la réduction des phytos sur la marge, c'est surtout le prix de vente qui joue. Et donc en conclusion, par rapport à la méthode utilisée auprès du groupe défi, donc l'importance de la complémentarité, j'insiste là-dessus, entre individuel et puis suivi individuel et réunion collective pour permettre des évolutions de pratique sur la durée. Les essais aussi qu'on met en place en petites parcelles, c'est important d'avoir un suivi individuel avec eux parce que certains ont du mal à transposer ce qu'ils voient en réunion de groupe chez eux sur ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est important. Et si on résume, les leviers au niveau hors herbicide de réduction des phytos sont relativement simples à mettre en place, y compris sur des systèmes de rotation céréalière. Par contre, quand on parle des phytoherbicides, ça nécessite vraiment une réflexion à l'échelle du système de culture et une combinaison de leviers, donc c'est plus complexe à mettre en place. Il y a plus de freins à lever pour les agriculteurs. Voilà, donc par exemple, pour les systèmes de culture, si je fais le focus là-dessus, le frein principal, ça reste le manque de filières en fait, pour des nouvelles cultures annuelles qui ont un intérêt sur la gestion des adventices. On pourrait penser aux sarrasins, au tournesol, aux chanvres, et des cultures pluriannuelles comme la luzerne. Mais en tout cas, chez nous, dans le Calvados, les filières sont très peu développées. Donc c'est un frein aussi au développement de ces pratiques-là. Pour les systèmes d'élevage, pour moi, la clé pour des systèmes en polyculture élevage, c'est les cultures fourragères pluriannuelles, des prairies, des trèfles, la luzerne, qui permettent derrière d'avoir des leviers plus faciles de gestion à l'échelle du système de culture. Donc voilà. Bon, merci. Merci Clément. Donc on va prendre deux rapides questions. Tu as abordé dans ta présentation l'utilisation du jeu Mission Ecophyto. Il y a une personne qui se pose la question d'un nombre idéal de participants. Voilà, est-ce que tu as des éléments sur ces questions? Alors oui, il ne faut pas être trop nombreux. Je dirais 6-7, c'est bien, parce qu'après, ou alors après, il faut être 2 animateurs pour pouvoir mieux cadrer les choses. Si on est au-delà de 6-7, ou autour d'une dizaine, il vaut mieux mettre 2 animateurs pour mieux gérer les questions, structurer un petit peu les évolutions de la rotation. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question. Tu nous as présenté des résultats d'essais que vous conduisez chez un agriculteur. Comment vous faites pour restituer ces résultats au sein de ton groupe et même avec les autres agriculteurs qui sont engagés dans Défi? Est-ce qu'il y a un outil commun qui est utilisé pour tous les groupes Défi? Voilà, comment se passe le partage d'expériences sur ces informations techniques? Alors, au sein du groupe, on fait des réunions, des tours de parcelles et des réunions bilan de campagne dans lesquelles on présente ces résultats-là de chaque agriculteur. Donc, ça permet à tous les agriculteurs du groupe d'avoir l'info. Et concernant les autres agriculteurs hors défi, par exemple, on a le site Ecophytopic qui recense toutes les informations. En fait, tous les groupes défis sont localisés sur une carte et vous avez accès à toutes les informations, les données qui ont été construites dans ces groupes sur ce site-là. Donc, c'est assez facile d'accès. Très bien, merci. Il y a d'autres questions, mais on est un peu contraint niveau timing. Donc, Clément, soit tu peux y répondre en direct, ou sinon, après, je vais te faire suivre les questions pour que tu puisses faire un mail retour. Donc, maintenant, on va arriver sur la troisième intervention de ce webinaire, donc, qui va porter sur le projet Persist Maraîchage pour pérennité des systèmes de culture en maraîchage diversifié biologique. Donc, ça va être Clémentine Fayolle qui va nous faire une présentation. Donc, je vous demande d'être indulgent parce que Clémentine vient tout juste d'arriver comme chef projet. Donc, elle n'a pas une connaissance parfaite de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le projet. Mais en tout cas, merci Clémentine de jouer le jeu pour cette présentation. Au niveau de la structuration du projet Persist Maraîchage, donc il y a à la fois un site expérimental qui est localisé dans le Finistère qui teste 2 systèmes de culture innovants et un système de référence. Et en plus de ce site expérimental, le projet s'appuie sur un réseau de 10 fermes en situation de production qui sont localisées en Bretagne et en Pays de Loire, donc qui couvrent les situations de plein champ et de sous-abri, pour travailler sur la mise en œuvre et l'évaluation de leviers qui visent à améliorer la fertilité des sols. Donc, l'objectif du projet, c'est co-construire et expérimenter de nouveaux systèmes de culture qui permettent à la fois d'augmenter la durabilité des systèmes, maraîchers biologiques qui sont diversifiés. Je vais m'arrêter là et je donne la parole donc à Clémentine. Tu peux partager ton écran. Bonjour à tous.
Oula. Alors, on ne t'entend pas, Clémentine. Ah, Si, c'est bon. si, On a la présentation. juste que je suis restée silencieuse. Très bien. Donc, de mon côté, je vais vraiment me focaliser sur le fonctionnement de l'observatoire piloté Persiste Maraîchage, en essayant de répondre à la question comment construire et conduire des expérimentations avec un collectif d'agriculteurs. Donc, je vais un peu moins parler des aspects recherche et technique et plus des aspects coordination, pilotage du réseau. Dans un premier temps, je vais vous présenter la genèse du réseau Persiste. Je ferai le point sur comment se passe la coordination de l'observatoire piloté avec les outils et les méthodes qui sont utilisés, comment on procède pour la capitalisation des données, un petit point sur le maintien de la motivation des participants sur le long terme. Je vais ensuite vous présenter les plus-values et les difficultés rencontrées dans notre cas, des axes d'amélioration pour la poursuite du projet et enfin, quelles sont les perspectives de ce projet. À la genèse du réseau, il y a donc eu en 2019 un stage avec le groupement d'agriculture bio du Morbihan qui visait à identifier les leviers agronomiques pour les essais à venir. Donc, il y a eu un repérage à dire d'experts d'une cinquantaine de fermes ayant des pratiques vertueuses et innovantes concernant la gestion de la fertilité du sol. Ensuite, le stagiaire a été visiter 37 fermes et s'entretenir avec les producteurs, ce qui a permis de définir différentes typologies de pratiques innovantes. Avec, par exemple, quelques exemples de pratiques innovantes, il y a la combinaison du non-travail du sol mécanisé plus l'apport massif d'amendements riches en carbone, ou bien l'utilisation de rotation extensive, ou encore l'autoproduction de matières fertilisantes. À la suite de ce repérage, le recrutement des producteurs a eu lieu. Donc, ils ont été recrutés sur la base de leur motivation, bien entendu. Il fallait que le producteur ait un goût pour l'expérimentation, un intérêt marqué pour l'impact social, technique et économique de ces nouvelles pratiques, avec une importance sur le volet humain en particulier, et aussi l'envie de mettre en place plusieurs leviers agronomiques sur une de ces parcelles, pour s'ancrer vraiment dans l'expérimentation système. On a pu recruter ainsi 10 paysans chercheurs qui ont installé des essais chez eux et qui sont aussi membres du COPIL de Persiste, aux côtés des techniciens des groupements d'agriculture bio et des partenaires du CTIFL, de l'INRAE, de l'ITAB, de la station d'Auray et des COFITO. À la suite de quoi, il y a eu la construction par le COPIL des 2 systèmes de culture innovants qui sont donc testés en ce moment à la station AON Bio, au lycée agricole de Sucigno, du côté de Morlaix, qui sont donc des systèmes de culture un peu plus en rupture avec la pratique habituelle. Et au niveau de l'observatoire piloté, c'est des essais en conditions de production qui ont été co-construits entre le paysan-chercheur et le technicien référent du GAP de son département. Ça s'ancre plus dans un système d'expérimentation pas à pas. Les objectifs et les indicateurs qui ont été choisis sont communs à l'essai en station et aux essais de l'observatoire piloté. Mais à savoir que sur les essais en observatoire piloté, il y a en plus des objectifs propres à chaque producteur. Par exemple, il y en a certains qui veulent se passer de travail du sol, d'autres veulent atteindre l'autonomie azotée par l'utilisation de trèfle, de luzerne dans leur rotation, par exemple, et d'autres voudraient se dégager un peu plus de temps perso et avoir une charge de travail moins grande. Ici, on voit la localisation des fermes qui ont été enquêtées par notre stagiaire en 2019. Ça a mené au choix de 2 fermes par département
afin d'avoir une représentativité des différentes typologies dont je vous ai parlé plus tôt. À noter que certaines fermes de l'observatoire piloté ont été enquêtées lors du stage d'autres noms. Et voici à Morlaix l'emplacement de la station expérimentale Awenbio du Grabe. Concernant la coordination de l'observatoire piloté, ça se fait avec une multitude d'acteurs finalement. Donc au niveau régional, à la FRAB, nous on s'occupe de la coordination générale du dispositif, avec les aspects administratifs, les relations entre les partenaires et la gestion du plan de communication-valorisation. Au niveau des 5 GAB, ils assurent le suivi des producteurs, avec un planning de visite d'environ 2 visites par an, pour réaliser les notations agronomiques et des entretiens bilans annuels. Il y a aussi des visites de suivi un peu plus ponctuelles en fonction des besoins et possibilités de chacun. Donc, c'est les techniciens des GAB qui réalisent les relevés de terrain. Et au niveau des producteurs, ils conduisent les essais et réalisent quelques notations en autonomie. En particulier, ils assurent la tenue du cahier de culture et les relevés pour le temps de travail des différentes activités. Et cet observatoire piloté est supervisé par Kevin Morel de l'INRAE, qui va s'occuper de l'analyse des données expérimentales et qui supervise la saisie de ces données par les techniciens des GAB. Donc, je vais aller un peu plus dans les outils et les méthodes qui sont utilisés dans cet objectif-là. Donc, pour coordonner un réseau de paysans-chercheurs, ça passe par la mise en place d'un espace de travail partagé entre le réseau GAB, FRAB et Kevin Morel de l'INRAE. On a aussi créé une version Excel et papier d'un cahier de culture type à mettre à disposition des producteurs. Il y a un planning de suivi pluriannuel qui reprend les différentes notations agronomiques qui rythment le déroulé du projet. Et ces notations agronomiques sont associées à des protocoles détaillés par essai et par type de notation. Concernant la capitalisation des données, il faut savoir que la spécificité de l'observatoire piloté par rapport à l'essai en station à Sucigno, c'est de permettre d'effectuer une évaluation des performances socio-économiques, parce qu'on a accès à des données en conditions réelles, tout simplement. Pour suivre ces critères-là, ça passe par la réalisation d'un bilan annuel sur ces différents aspects qui peuvent être, par exemple, la pénibilité du travail, la charge mentale, la présence de pics de travail sur l'année. Donc, avec cet entretien, on va pouvoir évaluer s'il y a une variation positive ou négative de ces critères pour la culture de l'année par rapport aux habitudes du producteur. Donc, ça se base vraiment sur une référence historique. Et le producteur va pouvoir revenir sur l'atteinte ou non des objectifs qu'il s'était fixés, tout en précisant l'importance qu'il accorde aux critères socio-économiques considérés. Et c'est lors de cet entretien annuel également qu'on estime si les objectifs sont atteints en termes de gestion des bioagresseurs. Il y a aussi un fichier de collecte par ferme qui existe pour rassembler l'ensemble des données agronomiques avec le relevé des indicateurs de contexte AT0 qui seront comparés avec ces mêmes indicateurs de contexte en fin de projet. Il y a aussi 35 indicateurs de suivi sur la qualité du sol qui ont été sélectionnés collectivement en COPIL en 2021. Donc, on voit, par exemple, il y a des tests beige qui sont réalisés, des tests de stabilité structurale de type AB-sol. Les reliquats azotés sont relevés plusieurs fois dans l'année.
et il y a des analyses de biomasse microbienne. Ce document permet aussi de recenser les différents apports en fertilisation qui sont réalisés et les valeurs fertilisantes associées. Et on y note aussi les rendements et l'IFT année après année, ce qui permet de réaliser la saisie agrocyste à terme. Un petit point sur comment on maintient la motivation de ces paysans-chercheurs sur le long terme, parce que ça demande quand même une certaine implication. Donc la première étape, c'est de s'en assurer en amont du programme. Il faut choisir des personnes de confiance qui sont bien connues de notre réseau, des fermes pas trop jeunes, ça facilite le suivi, et qui n'ont pas de difficultés. Il faut partager les notations agronomiques et les analyses de sol auprès des agriculteurs, parce que c'est une opportunité pour eux d'avoir un retour vraiment scientifique et technique sur leur système et l'impact de leurs pratiques. À savoir qu'on propose aussi on donne aussi un dédommagement aux agriculteurs pour inciter à réaliser le travail et bien. Donc, on est sur un forfait annuel de 700 €. Les producteurs sont aussi valorisés via leurs témoignages en vidéo. Et aussi, ce qui est toujours apprécié, c'est que Persiste Maraîchage, ça reste un lieu d'échange de pratiques et de retour d'expérience entre producteurs, techniciens et chercheurs. Alors, quelle est la plus-value des essais sur ferme? En expérimentation système pas à pas, on est dans un processus d'amélioration continue, d'adaptation et d'ancrage dans un contexte particulier. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour toucher vraiment aux conditions réelles. On profite aussi du ressenti et du retour de véritables maraîchers qui peuvent avoir des attentes autres que la performance technique et économique. Donc, c'est là que tout l'aspect humain peut vraiment ressortir. Et on colle au mieux à leurs contraintes de production. On a remarqué aussi qu'au niveau de la diffusion-valorisation, ça trouve un meilleur écho quand l'essai est fait sur une ferme parce que c'est plus parlant et plus inspirant pour les autres agriculteurs, tout simplement. Et maintenant, concernant les difficultés rencontrées, il y a tout ce qui est aléa de production, bien sûr. On ne peut pas suivre le protocole à la lettre. Il y a aussi la disponibilité des producteurs lors des années difficiles comme celle-ci particulièrement. Et puis, il y a les notations qui sont réalisées en autonomie. Donc, pour rester rigoureux là-dessus, il y a une nécessité de bien définir ce qu'on veut mesurer, quand, comment, le temps à y allouer et pourquoi pas proposer des ajustements des indicateurs choisis au fil des ans. Pour améliorer notre essai Persiste Maraîchage, les techniciens ont relevé qu'il faudrait multiplier les rencontres entre les producteurs de l'OP et du réseau de manière générale, enfin diffuser le plus largement possible. Donc pour multiplier les rencontres, il faut mieux diffuser l'initiative pour donner envie de participer et pourquoi pas donner envie de participer aussi à des essais comme Persiste ou d'autres projets expérimentaux à venir. Mais ça, c'est un peu difficile quand on n'a pas encore de résultats concrets à partager. Donc, une de nos priorités, et ça va se passer en automne-hiver, là, ça va être de produire des résultats concrets en cours de projet pour booster la motivation des participants et être plus parlant pour le public. Donc là, il y a Caroline, technicienne du 29, qui nous a rappelé que la présence d'un stagiaire cet été sur un essai herbe fertilisante avait vraiment permis de booster la motivation de tout le monde en donnant des résultats intermédiaires concrets et intéressants. En conclusion, je dirais que le réseau d'agriculteurs du projet Persiste Maraîchage, c'est un réseau qui fonctionne. On a vraiment une bonne implication des agriculteurs
avec des personnes qui ne participent pas encore, qui souhaiteraient vraiment pouvoir participer dans des essais à l'avenir. On a peut-être des progrès à faire sur la communication-valorisation, même si on rencontre un bon succès au niveau de des vidéos qu'on diffuse sur notre chaîne YouTube. Et enfin, que va devenir l'essai Persiste Maraîchage? Est-ce qu'on va tenter de le poursuivre sur une autre rotation? Donc, à savoir que c'est un souhait du réseau GAPFRAP d'encourager les essais sur ferme. Donc, des essais en conditions de producteurs vont de toute façon être poursuivis. Mais en ce qui concerne la station Awen Bio de Morlaix, ce serait aussi pertinent de poursuivre les essais sur une rotation de plus parce qu'on a besoin de plus de recul sur les systèmes testés. Je vous remercie pour votre attention. Merci Clémentine. Alors, on a 2 questions qui sont arrivées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Tu as évoqué le dédommagement des agriculteurs qui sont impliqués dans le réseau d'observatoires pilotés. Comment ça se construit et ça se met en place? Je pense que ça a été discuté en copile et ils ont vraiment fait le choix de faire un forfait pour que tout le monde soit mis au même niveau. Donc, c'est vraiment 700 € par an. Il n'y a pas, c'est pas proratisé en fonction du nombre d'essais, de la présence d'un témoin ou non, ou de la surface d'essais installée chez le producteur. Mais je n'ai pas l'historique en tête de comment ça s'est décidé plus précisément. Oui, je me permets peut-être de compléter parce que j'avais suivi un peu le projet. Effectivement, ça a été discuté en comité de pilotage et il y a eu un système de conventionnement qui a été établi voilà, entre le projet et les agriculteurs pour s'engager à participer à la vie du projet, à conduire ce qui est fait au niveau de leur exploitation. Donc, il y a un conventionnement sur lequel est lié l'aspect dédommagement. Il y a une autre question sur la sollicitation des producteurs, à quel rythme ils sont sollicités pour les actions hors conduite de l'essai à proprement dit. Donc plus sur les actions de communication, valorisation finalement. Ouais, et par rapport à l'implication dans la vie du projet, la participation au comité de pilotage et autres, est-ce que tu as une idée de ce volume-là? Donc vraiment au niveau des comités de pilotage, il y a un copil par an et tous les producteurs de l'observatoire piloté ne viennent pas. Après, sur les sollicitations, ça va quand même principalement être sur l'organisation de fermes ouvertes et sur d'autres actions de valorisation comme la prise des vidéos par notre prestataire. Donc là, on va sortir 6 vidéos sur toute la durée. Non, on essaye de sortir 8 vidéos en 2 ans et il me semble que chaque agriculteur témoigne dans 2 vidéos. Donc, ça fait peut-être... alors, je ne vais pas réussir à m'y retrouver. Une prise de vue tous les 2 ans, je dirais. Et en dehors de ça, pour les fermes ouvertes, c'est un peu au cas par cas en fonction de ce que le technicien a vu comme opportunité. Mais en général, ils ne vont pas plusieurs fois dans la même ferme de toute façon. Donc, je pense que pour les fermes ouvertes, c'est une visite par ferme au cours du projet. Donc, une visite sur 5 ans de manière globale. Et après, il doit y avoir aussi des interventions avec le conseiller qui les suit. Je crois que c'est à raison de 2 fois par an où il y a des temps d'échange. Du coup, le planning imposé, c'est 2 fois par an donc pour réaliser les notations agronomiques, puis le bilan de fin d'année. Et oui, en fonction de la disponibilité de l'agriculteur et du technicien, il peut y avoir des visites plus ponctuelles. Mais je dois avouer que pour cette année, par exemple, il n'y a pas eu de superflu. Très bien. Merci. Alors, il est bientôt l'heure, donc je vais reprendre la main pour conclure ce webinaire.
Hop. Donc, tout d'abord, merci à tous les intervenants et collègues qui ont contribué à la réussite de ce webinaire. Donc, comme je vous le disais en introduction, vous avez sur cette diapo les coordonnées des 3 intervenants. Si vous voulez les recontacter a posteriori, c'est possible. Dans quelques jours, donc dès demain sur les réseaux sociaux et lundi par mail, vous aurez accès au lien du replay et au support des présentations. Et donc voilà, ça va arriver très rapidement. Et donc maintenant, il est l'heure de vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc on va marquer une pause avec les vacances de la Toussaint et on reviendra donc le 17 novembre sur un webinaire qui aura pour thématique la gestion des adventices en diminuant ou supprimant les herbicides tout en conservant une production de qualité. Donc à bientôt pour un prochain webinaire et merci à vous tous. Bon après-midi.